À la coopérative Chibani, nos aînés sont une richesse inestimable. En effet, ils ont marqué l'histoire de la France de leur empreinte indélébile. La coopérative Chibani s'engage auprès de nos seniors et propose une émission de radio qui aborde leur quotidien et leurs préoccupations. Cette émission traite de la question de l'accès aux droits, donne la parole aux Chibani et acteurs associatifs et présente les dispositifs existants dans la métropole lilloise. Que vous soyez un Chibani, une Chibania ou un aidant, rejoignez-nous tous les vendredis de 18h à 19h sur les ondes de Pastel FM 99.4. Pastel FM. Vous êtes sur Pastel FM 99.4. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Chibani, émission préparée et animée par la coopérative Chibani. La coopérative Chibani est une association qui accompagne les personnes âgées isolées et qui est basée à Roubaix, à la Maison des Associations 24 Place de la Liberté. Nous remercions Pastel FM de nous accorder ce créneau hebdomadaire et merci à Farouk à la technique. Nous remercions également la Fondation Abbé Pierre pour son soutien et son engagement auprès des habitants des quartiers populaires. Alors moi c'est Akima, je suis chargée de développement au sein de la coopérative Chibani et je suis accompagnée de Khadija. Bonjour à tous. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'association Emmaüs Connect qui fête au niveau national ses 10 ans. Je suis en présence de Aldia Abès qui est responsable des projets sur les antennes de Lille et de Roubaix. Bonjour Aldia. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien et merci de nous accueillir. Et elle est accompagnée de Vincent Descamps qui est bénévole au sein de la structure. Bonjour Vincent. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. À l'heure de l'hyperconnexion, du tout numérique, dématérialisation croissante des démarches dans l'administration, la fracture numérique devient un enjeu majeur. La fracture numérique, aussi appelée l'électronisme, c'est le fossé entre ceux qui ont accès à Internet et ceux qui n'y ont pas accès. Cela touche plus de 17% de la population, soit 13 millions de citoyens français. L'association Emmaüs Connect intervient par le biais d'actions sur tout le territoire national pour combler cette fracture. On va commencer notre première partie d'émission par présenter nos intervenants et la structure, les antennes de Roubaix et de Lille. Alors Adia, pour commencer, tu es responsable des projets sur l'antenne de Roubaix et de Lille. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours et quel est ton rôle au sein de l'association ? Et ensuite, on ira vers Vincent pour voir quel est son parcours également et son engagement. Alors pour ma part, cela va faire 2 ans que je travaille pour Emmaüs Connect en avril, donc tout prochainement. Je suis, pour la petite nouvelle, je suis promue au poste de responsable territorial donc pour la zone métropole européenne de Lille. Félicitations. Merci. Et donc l'émission vraiment consiste plutôt à aller chercher des partenaires. Consiste à mettre en place les différents projets et notamment les parcours d'accompagnement à destination de nos usagers et puis m'assurer de la qualité des parcours qui sont délivrés notamment. Et aujourd'hui, je gère une équipe de 2 animatrices numériques qui du coup déploient opérationnellement les parcours d'accompagnement. Et toi Vincent ? Alors moi je suis bénévole chez Emmaüs Connect depuis fin 2018. J'ai animé la formation des bénévoles au sein de l'association jusque fin 2021. Et depuis je participe au projet Connect Refugees dans les Hauts-de-France. Donc c'est un projet qui vise à apporter un soutien numérique aux associations qui viennent en aide aux migrants, notamment dans les jungles de Calais et de Grande-Synthe, et également aux réfugiés ukrainiens auxquels nous fournissons essentiellement des cartes SIM et des téléphones. Alors je suis membre du conseil d'administration également depuis 2021 et membre du comité des Hauts-de-France qui est notre instance régionale, et je participe aussi aux actions de notre pôle ambassadeur dont l'objectif est de promouvoir notre association auprès de l'action sociale mais aussi auprès de toute autre organisation qui souhaite en fait travailler à nos côtés. Comment tu as entendu parler d'Emmaüs Connect ? Comment ça se fait que tu t'es engagé pour l'association ? Eh bien, un petit peu par hasard, en fait. J'étais chef de projet en organisation, travailleur indépendant, et je faisais de la prospection. J'ai rencontré Simon Maréchal, qui est le responsable, en fait, des Hauts-de-France. Et il n'avait pas de mission à me proposer. Par contre, il m'a proposé de devenir bénévole. Et ça s'est fait comme ça. D'accord. Et est-ce
qu'il serait possible que vous nous présentiez l'association? Qu'est-ce que c'est? Quel est son but et quelle est son histoire? Alors oui, bien sûr, je vais me lancer. Alors Emmaüs Connect, l'idée d'Emmaüs Connect, elle est née en 2010 à travers Emmaüs Défi, qui est un peu finalement le laboratoire d'innovation du mouvement Emmaüs. C'est là que les grandes idées du mouvement émergent. Et c'est parti d'un constat assez simple, c'est que acheter aujourd'hui un téléphone ou avoir accès à une connexion ou un forfait téléphonique, c'est très cher pour les publics qui sont déjà fragilisés ou en exclusion sociale. Ça représente quand même une part importante de leurs revenus. Et donc c'est parti de ce premier constat. Puis en 2013, grâce à un partenariat avec SFR, on a pu proposer de la connexion à tarif solidaire. Donc de là, accès à l'équipement, de la connexion, puis très vite s'est posé l'accompagnement. C'est-à-dire comment on utilise ce matériel, comment je fais pour me connecter. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le slogan, je dirais, d'Emmaüs Connect, c'est vraiment équiper, connecter et accompagner les publics. Alors je dirais pas en précarité sociale, mais plutôt fragilisés socialement. D'accord. Et donc l'initiative a démarré à Paris, il me semble. Et aujourd'hui, là, on est dans les Hauts-de-France. Combien est-ce qu'il y a d'antennes sur la région des Hauts-de-France ? Alors sur les Hauts-de-France, nous avons un point d'accueil à Lille, rue de l'abbé Hartz à Oisem. Et nous avons également un autre point d'accueil à Roubaix, à la Maison des Services, dans le quartier des Trois Ponts, qui est situé avenue de Verdun. Aussi les équipes du projet Ruralité Connectée, qui sont présentes dans l'Aisne et le Pas-de-Calais. D'accord. Alors ce sont des équipes itinérantes et qui forment des intervenants professionnels dans les mairies, les centres d'action sociale ou des associations de proximité, et dont l'objectif bien entendu est d'essayer de former un maximum de personnes au numérique. D'accord. Et pour qu'elles deviennent autonomes. Et est-ce que vous pouvez nous présenter vos équipes? Parce que tout à l'heure tu disais qu'il y avait 2 animatrices numériques. C'est quoi le rôle et combien vous êtes au total? Alors à Roubaix, donc à la Maison des Services des Trois Ponts, en fait c'est des équipes qui tournent entre vraiment le point d'accueil de Lille et celui de Roubaix. Mais globalement à Roubaix vous me retrouverez moi, suivi de Marie de Lepierre-Tison qui est la responsable des 2 points d'accueil, qui est à hauteur de 2 fois par semaine à Roubaix. Puis vous avez l'équipe opérationnelle, donc composée de Jocelyne Mirande qui est animatrice numérique et Cécile Domiquin qui est notre conseillère numérique. Puis à l'accueil, vous allez retrouver 3 services civiques et 2 stagiaires qui nous accompagnent vraiment dans l'accueil du public, les ventes de matériel, les recharges téléphoniques notamment, et puis procéder aussi au rendez-vous d'inscription pour pouvoir orienter le monde accueilli dans nos points d'accueil. D'accord. Et au niveau des bénévoles, c'est plutôt fluctuant ou vous avez un minimum de personnes qui travaillent avec vous? Je laisserai répondre Vincent, je pense, sur l'aspect bénévole. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Roubaix, on est clairement, on a une envie de redynamiser en termes de bénévolat ce point d'accueil, puisque finalement nos bénévoles se concentrent beaucoup à Lille. Il y a une grosse dynamique à Lille. Mais Roubaix, voilà, on est en constante recherche de bénévoles prêts à s'engager avec nous. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur les bénévoles pour voir un peu quelles sont les missions des bénévoles et sur le recrutement des bénévoles. Tu disais que c'est des équipes un peu mobiles, donc vous avez des partenaires, vous intervenez en structure. Il me semble que Jocelyne me parlait d'intervention dans les centres sociaux. Est-ce que c'est les uniques partenaires ou vous avez d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez? Ouais, alors le panel des structures avec lesquelles on travaille est assez large, mais effectivement, par exemple, si on prend l'exemple de Roubaix, on travaille beaucoup avec les centres sociaux, notamment le centre social de L'Omelay, le centre social des Trois-Villes, le Nautilus, Fresnoy-Mackellery. Donc en fait, on a à travailler quasiment avec tous les centres sociaux roubaisiens. On travaille beaucoup aussi avec des structures associatives et on travaille beaucoup avec les collectivités, les mairies de quartier notamment, les comités de quartier aussi. Donc c'est vraiment un panel très large, puisque notre travail et le travail des conseillères numériques, animatrices numériques, consiste vraiment à les déployer là où il y a un besoin, notamment d'accompagnement pour monter en compétences numériques. D'accord. Et comment on fait pour, par exemple, si on est intéressé par vos actions, pour vous contacter en tant que bénéficiaire dans un premier temps? Alors, en tant que bénéficiaire, on peut se présenter soit directement au point d'accueil, notamment pour s'inscrire
aux formations. Ou alors on peut passer par un acteur de l'action sociale qui va rédiger en fait un bon d'orientation avec lequel le bénéficiaire va se présenter au point d'accueil. Et là, outre les formations, il pourra également bénéficier de la vente à tarif solidaire de cartes SIM, de téléphones, d'ordinateurs et de tablettes. Quand on a du stock, je tiens à le préciser, parce qu'on a une très très forte demande. D'accord, ok. Et est-ce que c'est payant tout ça ? Est-ce qu'il faut payer une adhésion ? Alors non, ce n'est pas payant, il n'y a pas d'adhésion, que ce soit pour les bénéficiaires ou pour les bénévoles. En revanche, les bénévoles, eux, doivent quand même signer la charte en fait, de l'association lorsqu'ils deviennent bénévoles. D'accord. Et quand vous dites les tarifs sont intéressants, c'est quoi à peu près par rapport à un ordinateur ? C'est quel pourcent du prix d'un ordinateur qui aujourd'hui tourne minimum 600, 700 euros ? Alors en fait, on a réparti nos ordinateurs en 3 catégories, A, B et C. Et pour faire simple, les prix vont en gros, de mémoire, déjà de 80 à 150 euros. D'accord. C'est une classification qui est faite par des bénévoles qui sont d'anciens professionnels de l'informatique. Et donc on fournit du matériel de qualité qui a été testé, reconditionné et qui bénéficie d'une garantie. D'accord. Ce qui du coup globalement c'est 3 à 4 fois moins cher que sur le marché classique. C'est super intéressant. Et comment est-ce qu'on peut devenir bénévole ? Est-ce qu'il y a une démarche particulière à entreprendre ? Comme je vous le disais, pour devenir en fait bénévole, soit on se rend au point d'accueil pour s'inscrire à un temps d'accueil des bénévoles. On peut aussi s'inscrire sur le site emmaüs-connect.org dans la rubrique Devenir bénévole. Et après avoir participé au temps d'accueil, qui est une présentation en fait de l'association et puis des missions que l'on affecte aux bénévoles, bien le nouveau bénévole participe à ce que l'on appelle un parcours d'immersion de 2 heures environ, qui lui fait découvrir en fait les principales activités du point d'accueil, c'est-à-dire la vente et le conseil, les permanences connectées, qui sont des temps où les bénévoles accueillent des apprenants et travaillent en binôme sur des problématiques qu'a rencontré en fait l'apprenant. Il ne sait pas, par exemple, se servir du site de telle ou telle administration, ou alors il souhaite s'améliorer ou découvrir une application sur son téléphone. Toutes les problématiques auxquelles nos apprenants sont confrontés et auxquelles les bénévoles essayent de répondre, toujours en travaillant en binôme et toujours en essayant de faire et non pas de faire à la place d'eux. Oui, c'est important. Je précise aussi qu'on a un atelier de reconditionnement. C'est un atelier en fait où on récupère en fait les dons de matériel et donc on reconditionne le matériel informatique pour qu'ils soient ensuite revendus à tarif solidaire. Là aussi, on est ravis quand on a des bénévoles qui se présentent et qui souhaitent participer à ces ateliers. Petite question, le matériel, vous le récupérez auprès de particuliers ou auprès d'entreprises ou c'est assez diversifié ? En fait, alors ça c'est un projet qui est né en novembre 2020 qui s'appelle la collecte.tech. Et donc le rôle de la collecte.tech, composé aujourd'hui dans les Hauts-de-France de 3 salariés, dont une chef de projet, est en charge d'aller récupérer les dons d'entreprises ou de collectivités, donc souvent leur parc informatique un peu obsolète, et elles font le lien avec des reconditionneurs professionnels, donc qui sont souvent des travailleurs en insertion. Donc ils sont vraiment situés à un niveau local, Tourcoing, Amiens, et l'autre je crois que c'est dans le Douaisis. Et donc ensuite tout ce matériel, une fois reconditionné, revient dans nos points d'accueil pour être revendu à tarif solidaire ou part aussi vers nos relais numériques qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. D'accord, ok. Ce que je tiens à ajouter aussi par rapport au comment devenir bénévole, une fois effectivement que notre bénévole a fait son parcours d'immersion, il peut ensuite, et s'il le souhaite, ça n'a rien d'obligatoire, suivre un parcours de formation qui lui permet en fait de découvrir les différents métiers et les missions d'Emmaüs Connect, se les approprier et tout ça à son rythme et surtout en fonction de ses envies. Puisque chacun en fait donne de son temps et je pense aussi qu'il faut que chacun se sente bien et qu'il ait envie de venir chez Emmaüs Connect. Donc D'accord. Nos bénévoles se concentrent vraiment sur les tâches qui leur plaisent le plus en fait. Il ne faut pas avoir des compétences particulières dans le numérique pour devenir bénévole ? Ou quand même un petit
un prérequis. Il faut savoir utiliser l'outil numérique. Par exemple, il faut autant que faire se peut être à l'aise avec tous les sites internet, notamment les sites administratifs. Pour l'atelier de reconditionnement, je dirais que c'est mieux d'avoir quelques compétences informatiques. Cela dit, on a des bénévoles qui n'avaient pas de compétences techniques particulières, qui participent quand même à cet atelier de reconditionnement, puisqu'en fait on a des procédures de reconditionnement qui sont très cadrées. Et quelqu'un d'un tout petit peu débrouillard en fait peut très bien réussir à s'en sortir et puis à reconditionner des ordinateurs, voire des téléphones. Merci à vous, merci Aldia, merci Vincent. On va faire une petite pause musicale.
9.4. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. C'est l'émission Chibani, une émission proposée par l'association coopérative Chibani. Nous consacrons l'émission d'aujourd'hui pour présenter l'association Emmaüs Connect. Nous sommes toujours avec Aldia Abès, responsable de projet pour Emmaüs Connect sur Lille et Roubaix, et Vincent Descamps, bénévole au sein de la structure. Alors, dans un premier temps, on a présenté brièvement la structure. Est-ce que, Aldia, tu pourrais nous définir la fracture numérique ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'exclusion numérique, elle recouvre deux grands types d'inégalités. Donc, il y a l'inégalité face à l'accès au numérique, donc les moyens de connexion, les équipements, et puis l'inégalité face aux compétences. C'est ce qu'on appelle l'électronisme. D'accord. Aujourd'hui, alors, il y a environ 35% des Français qui ont de grandes difficultés sur au moins un de ces aspects, ce qui les prive des services essentiels. Donc ça, c'est un chiffre tiré du baromètre du numérique 2021. Et donc dans ce contexte, notre priorité, c'est d'aider les publics en situation de précarité parce que l'exclusion numérique, elle renforce des difficultés sociales existantes, le chômage, l'isolement, le handicap, etc. Et agit donc comme une double peine qui menace également des individus jusqu'alors intégrés et autonomes. D'accord. Merci pour cette définition. Alors, je voudrais revenir un peu plus sur les actions que vous menez. Est-ce que vous pourriez me dire, moi je suis intéressée pour participer aux actions, j'ai des besoins, j'ai des difficultés. Quand je viens vous voir, quels sont les projets que vous pouvez me conseiller, me proposer ? Alors, donc pour Roubaix et Lille, concrètement, l'accompagnement par exemple, une fois que vous êtes inscrit chez nous, on vous propose ce qu'on appelle des permanences connectées. D'accord. Donc pour Lille, c'est du mardi au vendredi matin. C'est des créneaux d'1h30, comme le disait Vincent, en binôme, donc un bénévole, un usager. Et pour Roubaix, c'est du mercredi au vendredi matin, à partir de 9h30, pareil, sur des créneaux d'1h30. Donc ça, effectivement, c'est sujet à d'abord l'inscription. Ensuite, on vous propose ce qu'on a... Pardon, je te coupe. C'est individuel ou c'est en groupe C'est du collectif, D'accord. mais en individuel, puisque c'est un binôme, donc un bénévole plus un usager. D'accord. Mais vous vous retrouvez quand même dans un collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'à 4 à 6 personnes en permanence connectée. D'accord. Il n'y a pas de prérequis si on a un Absolument besoin. aucun prérequis. Même au niveau de l'âge ? Même au niveau de l'âge. Nous, on accueille vraiment un public de manière assez inconditionnelle. Donc, peu importe votre âge, votre situation, les permanences connectées sont vraiment ouvertes à tout le monde. Et là, il n'y a pas nécessité d'avoir forcément un bagage numérique ou autre. D'accord. C'est vraiment à destination de tout type de public, avec toute thématique qui reste bien évidemment dans le numérique. D'accord, ok. Ensuite, donc, on a l'aspect accompagnement avec ce qu'on appelle des parcours d'accompagnement de montée en compétences numériques. Donc ça, c'est un volet qui est proposé aux structures. Donc c'est soit on se déplace dans les structures qui forment un groupe de personnes à former. Alors nous, on accompagne vraiment essentiellement, et ça le sera toujours, les grands débutants en informatique. D'accord. Et donc on évolue comme ça avec les niveaux. C'est-à-dire qu'on démarre par les grands débutants, ensuite on va sur les niveaux intermédiaires et on propose quelques ateliers pour des niveaux avancés. Donc soit on se déplace et donc on déploie ce parcours-là. Généralement un parcours d'initiation chez nous, c'est à peu près 12 heures. C'est souvent étalé en ateliers, 6 ateliers de 2 heures environ chacun. Et puis après, sur les parcours d'accompagnement, on vient spécifier en fonction du public et de la demande aussi de la structure. Est-ce que c'est un public senior ? Est-ce que c'est un public jeune ? Est-ce que c'est un public demandeur d'emploi ? Et donc, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, où tout est accessible pour chacun à partir du moment où on crée un compte. Et donc voilà, toutes nos ressources se trouvent sur Les Bons Clics. Et bien évidemment, le travail des animatrices numériques, c'est aussi de venir adapter les contenus en fonction des publics qu'on a en face. Et donc ces parcours, évidemment, nous on peut ouvrir nos locaux pour les déployer, que ce soit Lille ou Roubaix. Et ça c'est pareil, c'est en fonction du partenaire. C'est-à-dire que si le partenaire nous dit moi j'ai pas de connexion internet, j'ai pas trop le matériel nécessaire, cela dit j'ai déjà un groupe qui est constitué, et bien évidemment là nous on peut fournir le matériel et on ouvre nos locaux pour dispenser la formation. Voilà en termes d'accompagnement ce qu'on peut proposer. D'accord, par exemple, un exemple,
qui est récurrent, peut-être dans mon environnement, une personne qui ne sait pas utiliser son smartphone, donc qui se retrouve isolée. Est-ce qu'elle peut venir chez vous pour voir un peu les rudimentaires d'un smartphone, ou quelqu'un qui veut faire une démarche administrative? Est-ce qu'un cas vraiment ponctuel, c'est possible de venir pour une demande ponctuelle? Et une autre question, est-ce qu'il y a des difficultés des demandes qui sont récurrentes et qui reviennent souvent? Alors donc sur les demandes ponctuelles, ce qui est le plus adapté, c'est bien sûr la participation aux permanences connectées. C'est vraiment le but et pourquoi on a créé ces permanences connectées. Elles sont dédiées à régler des problématiques, que ce soit ponctuelles, ou alors certaines personnes nous disent « Bon, j'ai participé à un parcours d'accompagnement avec vous, c'était super, cela dit, j'ai pas encore tout à fait les moyens de m'équiper, et donc est-ce que je peux venir continuer à pratiquer avec vos permanences connectées ?» Ça, c'est un cas qui revient assez régulièrement. Sur les demandes, c'est vraiment très aléatoire. Parfois, c'est des personnes qui viennent aussi pour faire de la médiation. Par exemple, je paye trop cher un forfait téléphonique. Est-ce que votre bénévole ou vous pourriez m'aider à me dépêtrer, que ce soit faire des courriers, appeler directement les plateformes concernées, et donc ça, effectivement, c'est un peu plus sur le long terme. Donc les personnes reviennent assez régulièrement. Parfois, on arrive à leur trouver des solutions. Parfois, simplement, on oriente vers des acteurs qui savent mieux faire que nous. Après, sur les difficultés, je te renvoie la balle, Vincent, sur les types de difficultés qu'on peut être amené à régler. Comme le soulignait Alja, en fait, notre public est constitué de populations en grande précarité, donc SDF, travailleurs pauvres et personnes sans emploi, des jeunes en insertion, des migrants, des publics allophones et aussi des seniors. Donc effectivement, il y a une très forte demande pour être équipé, pour être connecté, et aussi accompagné donc par le biais des formations que Alja a décrites, qui sont adaptées au niveau de chacun. On prodigue également du conseil et aussi de la médiation. D'accord. Et quand on ne maîtrise pas trop bien le français, donc c'est un critère de vulnérabilité supplémentaire sur la non-maîtrise du numérique, est-ce que je pense pas que vous ayez des traducteurs, mais est-ce que les gens arrivent à se faire comprendre? Est-ce que c'est pas trop compliqué ou... Dans les formations que nous dispensons, on a en fait des fiches de traduction avec du langage, je dirais, élémentaire. Donc, je pense qu'il faut avoir un niveau A2, c'est ça, pour pouvoir suivre les formations 1 et A2. D'accord. Pour suivre les formations chez Emmaüs Connect. Et après, effectivement, on parle avec les mains, on fait des gestes. Il y a aussi des personnes, des personnes qui s'entraident lors de la formation. Et on essaye, tant bien que mal, effectivement, de réussir à faire aboutir ce parcours de formation. Ce sont des parcours qui sont compliqués, mais ce sont aussi des parcours qui sont très riches, en fait, en termes d'expérience humaine. Moi, j'ai une anecdote sur ma mère, parce que ma mère a 73 ans, elle ne sait pas lire et elle ne maîtrise pas très bien le français. Et elle ne savait pas utiliser un smartphone. Et en fait, ce qu'on a fait, c'était ultra basique, c'est qu'on a mis nos photos sur l'écran principal. Et elle est super fière de pouvoir nous appeler. Elle nous appelle tous les jours. Et donc, je trouve qu'en fait, des fois, il y a des petites solutions qui permettent de dépasser ces limites-là. Et pour revenir à ça, est-ce que vous, sur la question des seniors, est-ce que vous avez un accompagnement spécifique? Et si oui, quel est-il? Alors aujourd'hui, chez Emmaüs Connect, les seniors se voient proposer les mêmes parcours de formation que nos autres publics, et ce après une phase d'évaluation, afin de constituer des groupes de formation les plus homogènes possibles. Ils peuvent également, comme le soulignait Alja, participer à des permanences connectées. Donc ce sont ces temps dédiés aux problèmes que l'on peut rencontrer avec l'ordinateur, avec sa tablette, avec son smartphone. Ou alors aussi pour développer leurs compétences sur un sujet particulier. Une application de smartphone, le traitement de texte, utiliser sa messagerie, etc. Et donc, comme le soulignait Alja, les publics accueillis sont accompagnés par des bénévoles et la séance s'effectue généralement en binôme. Et en complément en fait, de nos actions existantes, nous travaillons sur un projet spécifiquement dédié aux seniors. En effet, nous estimons que le numérique doit être regardé comme un formidable outil qui crée des opportunités ou du lien social, mais malheureusement le numérique peut aussi isoler davantage ceux pour qui le numérique n'est pas une évidence.
L'enjeu, c'est comment faire en sorte d'utiliser le numérique pour créer plus de solidarité envers nos seniors, notamment les plus isolés. Et chez Emmaüs Connect, nous sommes convaincus que les rencontres, la solidarité peuvent être facilitées par le numérique. Et d'ailleurs, j'en profite pour inviter tous ceux qui souhaitent participer et réfléchir avec nous sur ce sujet, et bien tout simplement à nous contacter. D'accord. Et est-ce que vous seriez en mesure de me dire quelle est la part des seniors dans vos participants, bénéficiaires ? Alors chez Emmaüs Connect, 25% de nos apprenants ont plus de 55 ans. Alors même si l'usage d'Internet au sein de la population des seniors est en croissance, les personnes âgées restent par exemple les moins nombreuses à déclarer effectuer des démarches administratives en ligne. Et selon le rapport 2022 de la Défenseure des droits, l'administration numérique entraîne de l'inquiétude pour près de la moitié des personnes de 70 ans et plus. Un chiffre qui date un tout petit peu, mais qui néanmoins est très intéressant, de l'INSEE en 2019, plus de 40% des personnes âgées de plus de 60 ans déclaraient ne pas avoir utilisé de site administratif en ligne. D'accord. Et pour revenir à ça, est-ce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas si vous les rencontrez, parce que s'ils viennent, c'est qui. Est-ce qu'il y a des gens qui refusent catégoriquement de changer leurs habitudes, qui viennent parce qu'ils sont obligés et que pour eux, en fait, ils n'ont pas envie d'aller dans un accompagnement plus long, pérenne, parce que pour eux, Internet, c'est vraiment compliqué. Alors, le premier frein, c'est le manque de motivation. Et il y a en plus un phénomène d'autocensure qui est conjugué à un manque d'assurance. En fait, les principales objections sont « à quoi ça sert ? Je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi, j'ai peur de cliquer, de faire une bêtise, on va me voler mes coordonnées bancaires ou utiliser ma carte bleue à mon insu ». Ce qui fait qu'il y a peu de chances que les personnes concernées viennent spontanément à nos formations. Alors, elles nous sont généralement adressées par l'aide sociale dont on parlait tout à l'heure, ou nos partenaires comme Malakoff Médéric. Et le projet spécifiquement dédié aux seniors sur lequel nous travaillons aura dans ses objectifs prioritaires d'aller vers ceux qui hésitent à faire la démarche de contacter une association, mais aussi d'aller vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est un véritable enjeu pour nous. Et il y a une question, c'est un moment important, c'est la période des confinements, la crise sanitaire. Est-ce que vous avez été confronté à de nouvelles problématiques ? J'ai encore une anecdote. C'était ma voisine qui a plus de 70 ans et qui me dit je peux pas sortir, je sors pas depuis quelques jours parce que je suis pas en mesure d'imprimer les autorisations de sortie et j'ai mal à la poignée, je les recopie à chaque fois. Et là je suis en incapacité de le faire, donc je sors pas. Est-ce que vous avez été confronté à d'autres, je sais pas, des problématiques, des questions nouvelles à cette période-là ? Alors, on sait que la crise sanitaire a amplifié les inégalités déjà existantes auprès de ces publics. Et seulement 43% des retraités estiment s'être mieux appropriés nos outils numériques avec la pandémie. C'est un chiffre du baromètre du numérique qui date de 2022. La crise sanitaire, ça a été aussi l'occasion, paradoxalement, de développer certains projets chez Emmaüs Connect, notamment le projet e-parentalité. Adja, je vais peut-être te laisser en parler, puisque tu le connais mieux que moi. Alors, tout à fait, mais en tout cas, sur le sujet des seniors, effectivement, donc tu demandais s'il y avait des nouvelles choses qui étaient sorties. Et donc, ce qu'on a vu apparaître aussi, c'est le besoin d'utiliser les applications, notamment pour pouvoir appeler en visio les proches. Et donc ça, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à nos permanences connectées pour apprendre à utiliser WhatsApp, Messenger, Viber, etc. Et donc ça a touché à peu près tous les publics, clairement, au-delà des seniors. Et puis après, je pense que c'est effectivement, comme disait Vincent, il y a eu une réelle prise de conscience du blocage qu'il pouvait y avoir. On était enfermés, peu de personnes avaient finalement parfois pas de matériel, parfois pas de téléphone, pas de connexion. Et donc se retrouver coupés, complètement isolés, sortis de cette pandémie, on se dit il faut que je fasse quelque chose. Et donc ça a commencé petit à petit, mais effectivement il y a un nouveau public qui n'osait pas forcément franchir la porte de notre association et qui est venu donc à petits pas. D'abord une permanence connectée, ensuite plusieurs permanences connectées, ensuite on fait l'achat d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et de là, ensuite le Graal, c'est ils viennent à nos parcours d'accompagnement et ils deviennent bénévoles à la suite de ça.
est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres ? C'est combien de bénévoles et combien de bénéficiaires au total ? Parce que tout à l'heure, en off, vous nous avez parlé d'un chiffre qui était quand même assez impressionnant. Alors, sur la période 2013-2023, 105 000 usagers sont passés chez Emmaüs Connect. Et on a un objectif plus ambitieux pour les prochaines années, pour les 10 prochaines années, qui serait de 500 000 usagers chez Emmaüs Connect. D'accord. Ce qui constituerait grosso modo 10% en fait des personnes qui sont touchées par la fracture numérique. Oui, c'est énorme. C'est énorme, C'est tout énorme. à fait. Je reviens sur ce que disait Alja, et je reviens aussi sur le projet lié aux seniors. Quand je parlais des bienfaits du numérique, notamment tous les outils de communication tels que WhatsApp, la diffusion de photos, la messagerie, ce sont des outils en fait qui créent ou qui maintiennent le lien, notamment pour les seniors et plus particulièrement ceux isolés, mais par exemple, et aussi pour les migrants dont je vous parlais tout à l'heure, que nous accompagnons dans le cadre du projet Connect Refugees. WhatsApp leur permet à moindre frais de communiquer avec leurs familles qui sont en Syrie, qui sont en Afghanistan. Et c'est très très important pour eux. Oui. On va revenir sur ces questions-là, un peu sur les enjeux sociétaux. Nous sommes aujourd'hui avec Emmaüs Connect. Merci à Alia Abès et Vincent Descamps pour leur présence sur les ondes de Pastel FM. Alia est responsable, je le rappelle encore, des projets pour l'antenne Emmaüs Connect de Roubaix et de Lille. Et Vincent est bénévole au sein de la structure. Alors, on va aborder un sujet important. On se rend compte que depuis une dizaine d'années, les démarches administratives se sont largement dématérialisées, mais beaucoup ont encore du mal à mener à terme ces démarches ou y renoncent. Il y a une étude qui a été publiée en mai dernier par l'INSEE qui révèle que ce sont surtout les moins de 30 ans, les seniors et les plus défavorisés qui peinent à réaliser des démarches administratives, en ligne ou non. La question que je voulais poser sur les démarches administratives, quelles sont les principales difficultés et quelles vont être les conséquences en termes d'accès aux droits ? Alors, donc juste sur cette question, moi je tiens à rappeler que Emmaüs Connect aujourd'hui, nous ne sommes pas labellisés Aidants Connect. Ce qui signifie que nous ne faisons pas les démarches administratives à la place d'eux, mais nous apprenons aux apprenants à appréhender les plateformes administratives. D'accord. C'est soit le bénévole, soit dans nos parcours d'accompagnement, on leur montre, on les met face à ces plateformes, la CAF, la CPAM, impôts.gouv, etc. On leur montre comment on les utilise, comment on transfère des fichiers, comment on peut contacter une personne à travers ces plateformes, etc. Et ensuite, elles font en autonomie ou accompagnées d'un de nos bénévoles ou pendant nos parcours d'accompagnement. L'objectif, c'est l'autonomisation. Exactement. C'est vraiment qu'elles soient autonomes. Ou alors aussi, on peut être amené à réorienter les personnes vers notamment les maisons France Service. Qui elles peuvent aider concrètement ou résoudre certaines problématiques liées à des démarches administratives. Alors, c'est quoi une maison France Service ? Alors par exemple, il y a une maison France Service à la maison des services des Trois Ponts, au rez-de-chaussée, pardon. Et donc nous on est situé au 3e étage. Et donc la maison France Service, ils sont habilités sur toutes les démarches administratives. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple des numéros privilégiés sur des situations vraiment d'urgence, où elles peuvent contacter des conseillers, notamment pour la CAF, le CPAM, les impôts, la CARSAT, et donc habilitées à résoudre des problématiques vraiment urgentes, voire solutionner des cas où par exemple la personne n'aurait pas d'équipement, ne peut pas y accéder à la maison, mais voilà, un dossier urgent, ils peuvent les traiter. D'accord. En tout cas proposer une solution. D'accord. Quelles seraient les conséquences en termes d'accès aux droits ? Alors, les usagers en fait vont être de plus en plus contraints de recourir au numérique pour accéder aux services administratifs, à la santé, au transport, voire aux loisirs. De nombreux services de proximité ferment. Il était plus facile de prendre rendez-vous en ligne pour se faire vacciner contre le Covid. La télédéclaration des impôts est devenue obligatoire lorsque le domicile est connecté à Internet. La suppression des tickets à la RATP est en cours. Les 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français sont désormais dématérialisées.
Il y a donc une véritable urgence, si l'on ne veut pas voir les personnes âgées non connectées notamment, de s'isoler encore davantage. D'accord. On en parlait encore en off, il y a un véritable défi qui s'annonce, parce la dématérialisation, elle va être croissante. Comment on peut vous parliez en fait d'une coordination globale entre les associatifs, les pouvoirs publics. Comment on s'organise dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en cours? Et vous, comment vous vous préparez à cette demande de plus en plus forte? Alors donc effectivement, nos points d'accueil ne suffisent plus aujourd'hui. Et l'idée, c'est que l'association, elle veut participer vraiment à un changement d'échelle dans la manière d'aborder à la fois la problématique de l'accès au numérique et aussi des compétences de base. Donc sur l'accès, comme je vous le disais tout à l'heure, Emmaüs Connect a lancé en 2020 la collecte Pointech, dont l'objectif c'est d'aller récupérer des dons d'entreprises ou de collectivités, de reconditionner ce matériel et de pouvoir équiper les usagers, les apprenants à tarif solidaire. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 équipements qui ont été collectés donc depuis 2 ans, ce qui est pas mal, mais voilà, l'objectif c'est d'aller encore plus loin. Ensuite, sur les compétences, on a par exemple un projet qui s'appelle Relais numérique. L'idée des relais numériques, c'est d'aller chercher des structures au niveau local, un peu éloignées de nos points d'accueil, de les former, de leur transférer nos compétences. Et donc, ça passe aussi par de la formation professionnelle, évidemment. Et elles font finalement du Emmaüs Connect à leur échelle, en proposant d'être une ressource numérique sur leur territoire. Et donc ça, c'est souvent des accompagnements qui sont proposés sur 12 mois et où on vient finalement en accompagnement, en support de ces structures-là, en leur proposant donc de la formation, en leur proposant de les accompagner sur les parcours d'accompagnement qu'elles pourraient mettre en place à destination de leur public. Donc aujourd'hui, les relais numériques, c'est à peu près 350 structures au niveau national qui sont et qui se revendiquent être relais numériques. D'accord, ok. Enfin, on a évidemment des tas de projets qui arrivent pour très prochainement ou qui sont en cours. Je vais notamment vous parler du parcours à destination d'un public primo-arrivant et ou bénéficiaire de la protection internationale. L'idée pour nous, là, c'est de proposer un parcours d'à peu près 20 heures qui se fait sur smartphone ou PC à la demande de la structure et des usagers. Et donc c'est plutôt pour un public assez averti sur l'utilisation de leur smartphone, qui ont un niveau A1, A2 en français, plutôt en capacité en tout cas au moins de comprendre les explications. Et donc c'est vraiment de leur proposer une montée en compétences sur notamment les applications ou les nouvelles applications qui pourraient exister, qui pourraient les aider dans une recherche de logement, un accès aux droits, sur la mobilité aussi dans les Hauts-de-France, etc. Et donc nous, on est en recherche de structures prêtes à déployer ce parcours-là, sachant qu'on a démarré notamment à Lille avec l'association Singa et Coalia. Et ensuite, on a aussi un parcours qui est tout nouveau pour nous. C'est une grande première pour Emmaüs Connect. C'est ce qu'on appelle le parcours vers la certification PIX à destination d'un public de femmes, uniquement de femmes. L'idée étant de les préparer au passage d'une certification diplômante, donc un diplôme d'État, et donc de valoriser 3 compétences sur les 9 existants dans le PIX, qui permet de dire à un employeur, voilà, je sais évoluer dans un environnement numérique. Donc ce parcours va démarrer très vite, c'est en mars, et ça aura lieu à la 3e place. Et donc c'est notre conseillère numérique, Cécile Domican, qui va se charger de ce parcours qui dure à peu près 67 heures, donc un mois intensif, mais utile, et j'espère qu'on arrivera vraiment à mener au passage à la certification de ces 10 femmes qui se sont inscrites chez nous. D'accord. Donc la 3e place à Roubaix, tout à fait. Métro Téléport. Exactement. Très bel endroit. Ouais, qui nous ouvre leurs portes. Pour vous aider, est-ce qu'on peut faire des dons de matériel Alors pour les dons, aujourd'hui Emmaüs Connect ne récupère pas les dons de particuliers. D'accord. Cela dit, on a toujours donc notre projet La Collecte Pointech et vous pouvez vous rendre sur le site emmaüs-connect.org pour en connaître un peu les modalités. Mais c'est vraiment à destination des entreprises et des collectivités qui peuvent nous faire don de leur matériel usagé ou obsolète. Et la manière de s'engager aujourd'hui chez nous, c'est vraiment à travers le bénévolat. D'accord, c'est un appel aux entreprises. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut partager ? Alors effectivement, en fait, en vous rendant sur le site Emmaüs Connect, vous allez avoir un numéro de standard, donc qui est un 01,
Et aujourd'hui, nos standardistes, elles se trouvent à Lyon, elles sont 2 et elles sont en capacité de prendre un peu toutes les demandes. Et les informations, elles sont données directement. Donc, soit vous aurez accès à nos contacts directs, que ce soit moi ou un des responsables au niveau des Hauts-de-France. D'accord. Soit de toute façon, sur ce site, encore une fois, vous trouverez accès aux différents formulaires d'inscription qui ensuite vous donnent de toute façon accès à nos coordonnées directes. Donc sur le site Emmaüs Connect. Tout à fait, ou encore une fois, il ne faut pas hésiter à franchir la porte de nos 2 points d'accueil. Vous serez très bien accueillis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse à Roubaix et à Lille ? Alors, donc là, j'ai le numéro du standard. Donc c'est le 01 80 05 98 80. Et nos 2 adresses, donc à Lille, c'est le 83 rue de la Béartz, entre le métro Oisem et Gambetta, derrière la place du marché. Et à Roubaix, on est situé à la maison des services des 3 ponts, au 3e étage. Merci. Alors, dernière petite question, parce que selon l'étude de l'INSEE, on se rend compte que les moins de 30 ans sont également en difficulté pour réaliser leur démarche en ligne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre nous, ce qu'on croirait des jeunes, en se disant ils maîtrisent Internet, les réseaux sociaux, et la réalité ? Alors, il y a autant de blocage numérique que de public, avec des phénomènes qui sont parfois bien cachés. En fait, beaucoup de jeunes en précarité ont un smartphone, donc semblent à l'aise avec. Ils utilisent les réseaux sociaux, mais en fait, ils sont incapables d'accéder à leurs droits sur un ordinateur ou d'utiliser un traitement de texte pour faire un CV, par exemple. En fait, ça, c'est dû au fait qu'ils n'ont jamais eu de matériel à la maison, comme un ordinateur. Et c'est une forme d'électronisme beaucoup moins visible, mais qui est très discriminante, puisque ça peut entraîner des difficultés, comme je le disais, pour faire valoir ses droits, mais aussi tout simplement pour rechercher un emploi. Et ça renforce les inégalités sociales. Et ça renforce d'autant plus les inégalités sociales, puisqu'en fait, rupture numérique va de pair avec la rupture sociale. Oui. Merci à vous. C'était une super émission, c'était très intéressant. Est-ce que vous auriez un petit dernier mot pour la fin ? Un petit mot pour conclure. Le petit mot, c'est vraiment, encore une fois, on fait de l'accueil inconditionnel. Donc, peu importe votre statut, votre âge, vos revenus, votre appétence numérique, n'hésitez pas vraiment à venir franchir la porte de nos 2 points d'accueil. On vous accueillera avec plaisir et potentiellement proposer une solution et parfois vous réorienter vers les bons acteurs. Je rappelle que vous avez un point d'accueil à Roubaix, un point d'accueil à Lille au niveau d'Oisem. Merci. Puis le numéro du standard, bien évidemment. Voilà. Et il y a le site internet, il ne faut pas hésiter aussi à y aller. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup Hakima pour cette émission super bien menée. Merci à tous, merci à Farouk, merci Aldia, merci Vincent, merci Khadija. On se retrouve la semaine prochaine à 18h, même jour, même horaire. Merci. Merci. Au revoir.